Le troisième coup de gifle fit basculer ma tête sur le côté, et pendant une seconde, tout ce que j'entendis fut les pleurs de ma fille. Papa se pencha au-dessus de la table de Noël et cracha. Tu n'es que des ordures. Ta sœur est une réussite. Toi, tu n'es qu'un parasite. Personne ne bougea. Je regardais ma fille de 10 ans. Puis la maison que j'avais discrètement aidé à conserver pendant 4 ans. Je sortis mon téléphone et appelai la banque. Arrêter tous les paiements automatiques de mon compte. Papa eut un sourire narquois jusqu'à ce que je dise. Commencez par cette maison. Si cette histoire vous parle, restez avec moi. 1 heure plus tôt, j'essayais encore de me convaincre que nous pourrions passer Noël sans dispute. La salle à manger de papa ressemblait presque exactement à ce qu'elle était quand j'étais enfant. La même table en chêne foncé, le même luminaire en laiton. Le même buffet encombré de photos de famille. Lucie était assise à côté de moi dans un pull rouge qu'elle avait choisi elle-même, en train de séparer soigneusement les guimauves des patates douces. En face de nous, Vanessa avait l'air assez soignée pour une couverture de magazine. Ce qui avait du sens puisque le soigné était le langage autour duquel elle avait construit sa vie. Elle dirigeait une entreprise prospère de design de cuisine et de salle de bain. Et papa ne manquait jamais une occasion de le rappeler à tout le monde. Il racontait à Lucie l'un des nouveaux clients commerciaux de Vanessa lorsque mon téléphone vibra. Près de mon assiette. Une notification du compte chèque que je gardais séparé de mon argent du quotidien me rappela que le paiement automatique de $1 350 de la mensualité de papa était prévu pour le 4 janvier. Pendant 4 ans, j'avais traité ces notifications comme des bulletins météo. Elles apparaissaient, je les reconnaissais, et l'argent partait. J'avais ouvert ce compte uniquement pour séparer les paiements que je faisais pour papa du loyer, des courses, des dépenses scolaires de Lucie et de tout le reste de ma vie. La mensualité, quelques factures ménagères plus petites. Un soutien récurrent que j'avais autrefois considéré comme temporaire. Quelque part en chemin, temporaire était devenu automatique. Je balayais la notification. Je voulais que Lucie se souvienne de la cannelle, du papier cadeau et du ridicule renne en céramique que papa plaçait encore à côté de la cheminée. J'avais passé des années à apprendre à me déplacer dans cette maison sans toucher aux anciens points de pression. Quand papa comparait l'entreprise de Vanessa à mon poste en paix et opération, je souriais. Quand Vanessa faisait une petite correction qui me remettait à ma place, je laissais passer. Je m'étais toujours dit que maintenir la paix, c'était de la maturité. Puis Vanessa tourna son attention vers Lucie. Lucie racontait à papa que son institutrice voulait que tout le monde écrive une chose qu'il aimerait peut-être faire plus tard. Elle avait écrit « architecte », puis avait changé pour « vétérinaire », parce que 10 ans. C'était trop jeune pour décider pour toujours. Je ris. Papa sourit une demi-seconde. La pièce paraissait détendue. Vanessa se renversa dans sa chaise. Tu ferais mieux de choisir quelque chose de pratique. Ta mère changeait toujours de direction. Elle aussi. Son ton était léger. Mais je connaissais ce ton. Papa aussi. Lucie me regarda. Maman a un bon travail. Je n'ai pas dit qu'elle n'en avait pas. Vanessa prit une gorgée de vin. Je dis juste que certaines personnes ont besoin de plus d'aide pour se mettre sur pied que d'autres. Je sentis quelque chose se resserrer sous mes côtes. Vanessa. Elle ignora l'avertissement. Je dis juste, Lucie, que tu ressembles beaucoup à ta mère. Ça peut être mignon. Mais tu ne veux pas grandir en attendant que quelqu'un d'autre vienne te sauver chaque fois que la vie devient difficile. Le visage de Lucie changea avant qu'elle ne baisse les yeux vers son assiette. Ce fut le moment où l'ancienne histoire familiale cessa d'être seulement la mienne. Ne lui parle pas comme ça, dis-je. Vanessa cligna des yeux. Comme quoi?
Comme si elle avait déjà échoué à quelque chose parce qu'elle est ma fille. Papa posa sa fourchette. Aaron. Ça suffit. J'aurais dû entendre l'avertissement et faire ce que j'avais toujours fait. Arrondir les angles. Changer de sujet. Finir le dessert. Rentrer chez moi en colère et appeler ça de la retenue. Au lieu de cela, je regardais la tête baissée de Lucie et me souvins du nombre de fois où j'avais avalé le même genre de phrase parce que je me disais que j'étais assez forte pour l'encaisser. Elle a 10 ans. Dis-je. Laisse-la en dehors de ce que tu penses de moi. L'expression de Vanessa se durcit. Papa t'a aidé pendant des années. Tu as vécu ici quand tu ne pouvais pas te débrouiller seule. Personne n'insulte Lucie en lui disant que les choix ont des conséquences. Voilà. Pas un souvenir, un verdict. 10 ans plus tôt, quand j'avais 22 ans et que j'essayais de construire une vie stable avec un bébé. Papa m'avait laissé sous son toit et m'avait aidé avec Lucie quand je travaillais tard. Il avait fait de vraies bonnes choses pour moi. Mais dans notre famille, ce chapitre n'avait jamais eu le droit de se terminer. Les erreurs de Vanessa devenaient des histoires sur la façon dont elle avait travaillé dur ensuite. Les miennes devenaient des preuves. Je reculai ma chaise. Tu n'as pas le droit d'utiliser la pire année de ma vie pour dire à ma fille qui elle est. Papa se leva si vite que sa chaise racla le sol. Assieds-toi. Non. Le mot nous surprit tous. Papa me fixa. Ne gâche pas Noël pour ça. Je ne gâche pas Noël. Je dis à Vanessa de ne pas insulter mon enfant. Vanessa commença à parler. Mais papa leva une main sans me quitter des yeux. Assieds-toi. Aaron. Lucie me regardait maintenant. Les yeux brillants de larmes. Non. Papa traversa l'espace entre nous. La première gifle arriva si vite que je sentis la chaleur avant de comprendre le bruit. Ma joue brûla. Lucie poussa un cri. La deuxième atterrit plus fort de l'autre côté de mon visage. Mon épaule heurta la chaise et la pièce bascula. La troisième gifle fit claquer ma tête sur le côté et Lucie cria. Maman. Papa respirait fort, le visage tendu d'une fureur que je n'avais jamais vue quand je lui avais résisté auparavant. Puis il cracha les mots qui reviendraient dans ma tête longtemps après que la brûlure se soit estompée. Tu n'es que des ordures. Ta sœur est une réussite. Toi. Tu n'es qu'un parasite. La pièce devint silencieuse. Nous n'étions que 4 dans cette salle à manger, mais le silence paraissait énorme. Vanessa fixait papa. Papa me fixait. Lucie fixait mon visage comme si elle attendait d'apprendre ce qui se passait ensuite dans les familles quand quelqu'un franchissait une ligne qui n'aurait jamais dû exister. Pendant des années, j'avais cru pouvoir absorber les choses sans les transmettre. Les comparaisons de papa, les petites piques de Vanessa. L'obligation que je portais parce qu'il m'avait une fois aidé. Je pensais que si je gardais la laideur en moi, Lucie en serait protégée. Mais elle me regardait. Et je savais que si je m'essuyais le visage, me rasseyais et finissais le dîner de Noël, je lui apprendrais quelque chose qu'aucune excuse ne pourrait effacer. Je lui apprendrais que l'amour donnait aux gens la permission de t'humilier. Et que la gratitude pouvait survivre à la dignité. Je ne le giflais pas en retour. Je ne criais pas. Je pris mon téléphone. Papa eut un petit rire incrédule. Qu'est-ce que tu fais maintenant? J'appelais le service téléphonique 24 heures sur 24 de la banque liée au compte de soutien. Mes doigts tremblaient si fort que je saisis 2 fois les informations du compte. Quand j'atteignis une représentante et confirmai mon identité, je lui dis que je voulais que toutes les instructions de paiement programmées futures de ce compte soient arrêtées. Arrêter tous les paiements automatiques de mon compte.
La bouche de papa se courba en un sourire narquois. Il regarda Vanessa comme si cela prouvait que je jouais la comédie. La représentante commença à confirmer les paiements futurs attachés au compte. J'entendis d'abord le serveur de la mensualité. Commencez par cette maison. Le sourire de papa disparut. La colère resta sur son visage, mais autre chose se déplaça en dessous maintenant. La peur. La représentante confirma que le paiement de la mensualité du 4 janvier était annulé ainsi que les autres paiements futurs que j'avais programmés depuis ce compte. Le prêt lui-même était toujours celui de papa. La maison était toujours celle de papa. Je ne lui prenais rien. J'arrêtais simplement la partie où mon argent arrivait automatiquement. Vanessa parla enfin. Aaron. Ne fais pas ça maintenant. Je mis fin à l'appel. Pour une fois. Dis-je. Maintenant. C'est exactement le moment où je le fais. Je pris le manteau de Lucie au crochet près de la porte de la cuisine. Ma joue palpitait pendant que je l'aidais à l'enfiler. Papa dit mon nom une fois, sèchement. S'attendant à ce que je m'arrête parce que cela avait fonctionné pendant la plus grande partie de ma vie. Je continuai à marcher. Dehors, l'air de décembre frappa mon visage comme de l'eau froide. Lucie resta assez près pour que sa manche frôle la mienne tout le long jusqu'à la voiture. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais malade, tremblante et creuse. Derrière nous, chaque fenêtre de la maison de papa brillait chaleureusement dans le noir. La maison que j'avais passé 4 ans à l'aider à conserver sans jamais penser à cette aide comme à un pouvoir. Je démarrai la voiture et m'éloignai avant de pouvoir me persuader de revenir. Nous avions parcouru 3 pâtés de maison quand Lucie parla enfin. Maman? Est-ce que grand-père va perdre sa maison à cause de moi? Mes mains se crispèrent autour du volant. Pour la première fois ce soir-là, je ne savais pas comment répondre sans mentir. Le lendemain matin, la première chose que je sentis fut mon visage. Les 2 joues étaient sensibles. Mais le côté gauche avait une douleur plus profonde qui atteignait ma mâchoire chaque fois que je serrais les dents. Pendant quelques secondes, je restais immobile sous la couverture. Fixant la pâle lumière d'hiver qui filtrait autour des rideaux et essayant de comprendre pourquoi. Mon corps se sentait faux. Puis Noël revint d'un seul coup, le raclement de la chaise de papa, le cri de Lucie. La chaleur de sa paume. La phrase qu'il m'avait lancée comme s'il avait attendu des années pour la dire. Tu n'es qu'un parasite. Ce qui m'empêcha de pleurer. Ce n'était pas l'insulte. C'était la question de Lucie dans la voiture. Est-ce que grand-père va perdre sa maison à cause de moi? Je tournai la tête vers l'autre côté du lit où elle était montée quelque temps après minuit. Elle dormait encore, recroquevillée sous la couverture avec une main glissée sous sa joue. Je l'avais laissée rester parce que ni l'une ni l'autre ne voulions de porte fermée entre nous après ce qui s'était passé. La voir la rendait la nuit moins comme une dispute familiale que je pouvais expliquer et plus comme une ligne que j'avais franchie sous ses yeux. Je tendis la main vers mon téléphone. Il y avait des notifications de papa, de Vanessa et de la banque. Mais j'ouvris d'abord la banque. Le compte de soutien paraissait étrange parce que je ne l'avais jamais utilisé comme de l'argent auquel je pensais depuis des années. J'y transférais suffisamment chaque mois et les paiements programmés partaient tout seuls. Il était devenu un couloir invisible entre ma paie et la vie de papa. Le paiement de la mensualité du 4 janvier était marqué annulé. Les petits paiements récurrents attachés à ce compte aussi. Un message sécurisé me demandait de confirmer que je voulais que les instructions futures soient supprimées. Je le fis. Je lus chaque ligne 2 fois avant d'envoyer. Non pas parce que la procédure était compliquée, mais parce que je voulais m'assurer de comprendre ce que je choisissais maintenant que je n'étais plus debout dans la salle à manger de papa avec la joue brûlante et l'adrénaline qui pensait à ma place. Quand la confirmation apparut, je m'attendais à me sentir puissante. Je me sentis nauséeuse.
4 ans à faire la même chose chaque mois avait entraîné mon esprit à traiter ces $1350. Comme une loi de la nature. Le loyer était dû. Les courses coûtaient ce qu'elles coûtaient. Lucie avait besoin de chaussures. La mensualité de papa quittait mon compte. J'avais organisé mon budget autour de cela si complètement que l'arrêté ressemblait moins à annuler. Un paiement qu'à ne pas se présenter à un travail que j'avais promis de faire. Lucie se réveilla pendant que je fixais encore l'écran. Elle cligna des yeux vers moi. Puis ses yeux tombèrent immédiatement sur mon visage. « Ça fait mal ?» demanda-t-elle. « Un peu. » Elle s'assit, tirant la couverture autour d'elle. Son expression avait le regard prudent que les enfants prennent quand ils essaient de décider à quel point la vérité va causer des ennuis. « Maman ? Je suis désolé. » Je posai le téléphone. « Pourquoi ? » Si je n'avais rien dit à tante Vanessa. Peut-être qu'elle ne se serait pas mise en colère. Et si tu n'avais pas eu à me défendre ? Grand-père n'aurait pas. Elle s'arrêta avant de dire « frappé ». Puis elle regarda vers le téléphone. Et maintenant ? Peut-être qu'il va perdre la maison. Chaque instinct que j'avais voulait se précipiter et effacer la peur. J'allais presque lui dire que grand-père irait bien, que la maison était en sécurité. Que les adultes disaient des choses stupides à Noël et que tout s'arrangerait après quelques jours. C'était le genre de réponse que je m'étais donnée pendant des années. Mais je ne pouvais pas lui promettre que rien ne changerait. Je venais de m'assurer que quelque chose changerait. Je me rapprochai et pris sa main. « Tu n'as pas fait frapper grand-père. » Ses yeux se remplirent. « Tu ne m'as pas non plus fait appeler la banque. J'ai fait ce choix. Grand-père a fait le sien. Tante Vanessa a fait le sien. Les adultes sont responsables de ce qu'ils font. Même quand ils sont en colère. Mais la maison. Grand-père possède la maison. C'est un adulte. Il a des choix concernant son argent de la même façon que j'ai des choix concernant le mien. Lucie tira sur le bord de la couverture entre ses doigts. Tu es encore en colère contre lui ? Oui. J'aurais pu adoucir. Mais je ne l'ai pas fait. Et je l'aime encore. Ces deux choses peuvent exister en même temps. Cela sembla la troubler moins que je ne m'y attendais. Elle s'appuya contre moi prudemment, évitant ma joue douloureuse, et pendant un moment. Nous restâmes ainsi. Il y avait quelque chose de presque paisible dans le silence. Sauf que mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer sur la table de nuit. Le premier message de papa disait : « Nous devons parler quand tu te seras calmé. » Le deuxième disait : « Tu t'es ridiculisé hier soir. » Le troisième arriva 20 minutes plus tard. Nous avons tous dit des choses. Ne prends pas une décision permanente à cause d'un mauvais Noël. Je lus celui-là 3 fois. Nous avons tous dit des choses. La phrase réussissait à faire sonner 3 gifles comme un malentendu auquel tout le monde avait contribué également. Quand il appela. Je laissai sonner une fois avant de répondre parce qu'une partie de moi voulait encore l'entendre. Dire la seule chose qu'il n'avait pas écrite. J'avais tort. Au lieu de cela, papa parla de la voix ferme qu'il utilisait chaque fois qu'il croyait que la personne émotionnelle dans la pièce était quelqu'un d'autre. Il dit que Noël avait dérapé. Il dit que Vanessa n'aurait pas dû appuyer sur mes boutons. Mais que je n'aurais pas dû le défier dans sa propre maison. Il dit que j'avais toujours été impulsif quand j'étais blessé et que d'annuler des arrangements financiers devant Lucie n'était pas le comportement d'une mère responsable. Puis il tendit la main vers le plus vieil outil qu'il avait. Il me rappela l'année où j'avais 22 ans. Il me rappela qu'il avait ouvert sa maison quand je n'avais nulle part où je pouvais me permettre de vivre, qu'il avait gardé Lucie pour que je puisse travailler.
qu'il ne m'avait jamais demandé de loyer pendant que j'essayais de me stabiliser. Chaque fait était vrai. C'était ce qui le faisait fonctionner. Je me souvenais de rentrer épuisé et de trouver Lucie endormie sur sa poitrine pendant que la télévision jouait trop doucement pour la réveiller. Je me souvenais des courses qui apparaissaient quand mon compte chèque avait 13 $. Je me souvenais de papa me disant que je n'avais pas à avoir honte d'avoir besoin d'aide. Je sais ce que tu as fait pour moi, dis-je. Alors agis en conséquence. Les mots atterrirent plus tranquillement que la gifle. Je regardai vers Lucie. Elle était allée dans la cuisine pour se servir des céréales. Mais j'entendais les portes des placards s'ouvrir. Je ne discute pas de ça pendant que tu prétends. Hier soir? Ce n'était qu'une dispute. Papa expira fort. Je suis ton père et tu m'as frappé 3 fois devant ma fille. Une pause s'ouvrit entre nous. J'attendis une excuse. Il attendit que je rende la pause assez inconfortable pour la remplir à sa place. Je ne le fis pas. Finalement, il dit : « Tu as besoin de temps. » Puis il raccrocha. Vanessa attendit jusqu'à l'après-midi. Son approche était différente. Elle ne défendait pas exactement les gifles, et elle ne répétait pas l'insulte de papa. Au lieu de cela, elle traitait toute la situation comme un problème d'entreprise mal géré. Elle dit que papa avait 64 ans. Était à la retraite et dépendait de l'arrangement que nous avions déjà établi. Couper un paiement récurrent sans période de transition était imprudent. Surtout quand la maison avait des dépenses fixes qui ne disparaissaient pas parce que nous étions en colère. Le pire, c'était que certaines des choses qu'elle disait sonnaient raisonnables quand on les séparait de la table de Noël. Si une amie m'avait dit qu'elle avait promis de couvrir la mensualité d'un parent puis c'était arrêté du jour au lendemain après une dispute, j'aurais peut-être posé des questions aussi. Y avait-il eu un budget? Y avait-il un autre plan? Combien d'avertissements le parent avait-il eu? Mais aucune amie n'aurait omis la partie où ce parent s'était dressé au-dessus d'elle et l'avait frappé 3 fois pour défendre son enfant. Vanessa continuait d'appeler la mensualité « ton accord avec papa ». La phrase me dérangeait de plus en plus chaque fois qu'elle l'utilisait. Il n'y avait jamais eu de contrat. Papa ne m'avait jamais donné de date à laquelle il reprendrait le paiement. 4 ans plus tôt. J'avais proposé parce que la retraite avait resserré ses revenus et parce que je voulais rembourser. La bonté. Je me souvenais encore avec une clarté douloureuse. J'avais dit : laisse-moi m'occuper de la mensualité pour un moment. D'une façon ou d'une autre, pour un moment était devenu un accord. D'une façon ou d'une autre, un accord était devenu un devoir. Et d'une façon ou d'une autre, Vanessa. La femme que papa venait de brandir comme preuve de tout ce que je n'étais pas. N'avait jamais dit une seule fois : je m'en occupe à ta place. Je ne te demande pas de choisir un camp, dit-elle vers la fin de l'appel. Je te demande de ne pas mélanger le drame familial avec les finances d'un vieil homme. J'allais presque rire. Mais il n'y avait encore rien de drôle en moi. Papa les a mélangés quand il m'a appelé parasite dans une maison que j'aidais à payer. Vanessa se tut un instant. Puis elle dit que j'étais encore en colère et que je devrais attendre avant de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai déjà fait la seule chose que je fais pour le moment. Les paiements sont arrêtés. Après l'appel, je fixai une limite temporaire et l'envoyai aux deux dans un seul message. Je ne reviendrai pas à la maison de papa tant qu'il insisterait pour dire que ce qui s'était passé était mutuel. Je n'y amènerai pas Lucie. Je ne discuterai pas de la reprise d'aucun paiement tant qu'il refuserait de reconnaître que m'avoir frappé avait franchi une ligne. Papa ne répondit pas. Vanessa envoya une seule phrase. Tu rends ça plus grand que ça ne devrait l'être. Je décidai aussi de ne pas porter plainte. C'était mon choix, pas une preuve que ce que papa avait fait était petit. Puis le silence commença. Il aurait dû ressembler à un soulagement. Au lieu de cela,
Au cours des jours suivants, je me surpris à vérifier mon téléphone chaque fois que je me réveillais. Chaque fois que je quittais le travail, chaque fois que Lucie se taisait sur le siège arrière. Je m'attendais sans cesse à ce que papa appelle et dise qu'il était désolé. Je m'attendais sans cesse à ce que Vanessa admette qu'elle était allée trop loin avec Lucie. Je m'attendais sans cesse à ce qu'une version de la famille que je voulais apparaisse si j'attendais. Assez patiemment. Rien ne vint. Le 31 décembre passa. Puis le jour de l'an. La tendresse meurtrie de mon visage commença à s'estomper avant le vieux réflexe en moi. 2 fois. J'ouvris le compte de soutien et restai suspendu près de l'endroit où je pouvais programmer un nouveau paiement. 2 fois, je fermai l'application. Le 3 janvier, après que Lucie fut couchée, je vérifiai le compte une dernière fois. L'entrée de la mensualité annulée était toujours là. En dessous se trouvait la date qui avait gouverné ma première semaine après Noël plus que je ne voulais l'admettre, le 4 janvier. Pour la première fois en 4 ans. Papa allait se réveiller et découvrir que $1350 ne venaient pas de moi. Le 4 janvier arriva sans drame. Aucune sirène d'avertissement ne retentit. Aucune alerte bancaire n'annonça que j'avais brisé un contrat familial sacré. Je préparai Lucie pour l'école, emballai son déjeuner. Grattai le givre du pare-brise et conduisis au travail dans le trafic gris de Columbus en essayant de ne pas vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. La forme ordinaire du matin me fit presque douter que quelque chose eût changé. À 9h17, pendant que j'examinais un écart de paie, papa appela. Je laissai sonner jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Mon pouls sauta encore à la vue de son nom. Mais je n'étais pas prête à récompenser l'urgence simplement parce qu'il avait décidé de la ressentir. 10 minutes plus tard, il rappela. Cette fois, il laissa un message vocal. Sa voix était contrôlée, mais pas calme. Il dit que le paiement de la mensualité n'était pas passé de mon compte et qu'il avait été forcé de déplacer de l'argent de son propre compte chèque et de ses économies pour couvrir les $1350. Il souligna ce mot forcé comme si j'avais plongé la main dans son compte et pris quelque chose. Il s'assura aussi de me dire qu'il n'y aurait pas de paiement manqué, pas de frais de retard. Pas de crise immédiate. Il avait couvert. Cela aurait dû me soulager. Au lieu de cela, le fait qu'il pouvait le couvrir me fit réaliser à quel point j'avais complètement arrêté de poser des questions de base. Pendant 4 ans, j'avais payé la mensualité parce que papa m'avait dit que la retraite était serrée. Je n'avais jamais demandé si serré signifiait impossible, inconfortable. Ou simplement moins confortable qu'il ne le voulait. À l'heure du déjeuner, j'écoutais le message vocal une nouvelle fois. Il y avait un nouveau ton sous la colère, pas exactement de la panique. Quelque chose de plus proche du ressentiment d'avoir à porter le poids lui-même. Je le rappelais depuis ma voiture. Il répondit dès la première sonnerie. Alors ? Tu fais vraiment ça ? Je t'ai dit que je le faisais. Ce n'est plus Noël. Aaron. C'est la maison. La façon dont il le dit me retira un peu de chaleur. Il ne jouait pas pour Vanessa maintenant. Il y avait un vrai bord de peur dans sa voix. Et je détestais à quelle vitesse cela atteignait la partie de moi qui se souvenait encore de lui. Plus jeune, plus fort. Debout dans la même cuisine en préparant des pancakes pour Lucie pendant que je dormais après un service de nuit. La maison n'était pas seulement des cloisons sèches et un sol de prêt pour moi. C'était le couloir où Lucie avait fait ses premiers pas stables. C'était le canapé où papa s'était une fois assis et veillé avec elle pendant une fièvre pour que je puisse travailler. C'était le porche avant où j'avais pleuré le soir où j'avais enfin signé un bail pour mon propre appartement parce que j'avais peur que l'indépendance disparaisse aussi vite qu'elle était arrivée. Je pouvais être furieuse contre lui et savoir encore que perdre cet endroit me ferait mal. Papa dut entendre l'hésitation dans mon silence parce que sa voix s'adoucit. Il dit qu'il comprenait que j'étais en colère. Mais que la colère ne changeait pas les dépenses fixes. Les revenus de retraite ne grandissaient pas magiquement parce que nous avions eu une dispute familiale. Les impôts fonciers, l'assurance, l'entretien,
les services publics. Ces choses continuaient d'arriver. Il me rappela que j'avais su tout cela quand j'avais proposé d'aider. Je regardais à travers le pare-brise la rangée de voitures dans le parking des employés et essayais de séparer la culpabilité des mathématiques. Si c'est si serré, dis-je. Que s'est-il passé avec ton budget de retraite? Le silence de son côté changea. Pour un homme qui avait passé la plus grande partie de mon enfance à insister sur le fait que les chiffres ne se souciaient pas des sentiments. Papa semblait soudain offensé par l'existence des chiffres. Il me dit que sa pension couvrait ce qu'elle couvrait et que les dernières années avaient coûté plus que prévu. Quand je demandai ce que cela voulait dire, il passa à la réparation de la chaudière de l'hiver précédent. Les augmentations d'assurance, les impôts fonciers, les courses, tout ce qui était devenu plus cher. Toutes ces choses étaient plausibles. Aucune d'elles n'expliquait pourquoi un paiement annulé de $1350 sonnait comme le début d'un effondrement. Je ne te demande pas de voir tes relevés bancaires, dis-je. J'essaie de comprendre pourquoi tu as tellement besoin de mon paiement. Tu as accepté de m'aider. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse qui compte. Je sentis mes épaules se tendre. Encore. L'arrangement était traité comme sa propre justification. J'avais payé parce que j'avais payé. Papa dit qu'il ne voulait pas se battre avec moi et qu'il avait déjà déplacé assez d'argent pour garder la mensualité à jour. Il présenta cela comme une preuve qu'il n'était pas sans défense. Mais ensuite il avertit immédiatement qu'il ne pouvait pas continuer à réorganiser ses finances. Chaque mois simplement parce que j'étais contrarié. Je lui dis que je ne lui avais jamais demandé de réorganiser quoi que ce soit. J'avais arrêté de réorganiser les miennes. L'appel se termina sans cri. D'une façon ou d'une autre, cela le rendit plus difficile. Sa peur resta avec moi après que nous eûmes raccroché parce qu'elle sonnait vraie. Et une peur vraie était beaucoup plus difficile à écarter que la cruauté. Ce soir-là, Lucie demanda si grand-père avait appelé. Je lui dis oui, et quand elle étudia mon visage à la recherche d'indices, je gardai ma réponse simple. La maison était toujours la sienne. Il avait payé la mensualité lui-même ce mois-là. Rien n'arrivait du jour au lendemain. Ses épaules se détendirent. Les miennes non. Vanessa appela après le dîner. Pour la première fois depuis Noël, elle n'ouvrit pas avec une leçon sur mon comportement. Elle sonnait efficace, presque prudente. Elle dit que papa lui avait dit qu'il avait couvert le paiement lui-même. Mais que cela ne pouvait pas devenir une urgence mensuelle. Elle suggéra que je redémarre la mensualité pour 1 ou 2 mois pendant que tout le monde trouve un plan à plus long terme. L'expression « tout le monde trouve » sonnait suspectement comme « je paie pendant que tout le monde réfléchit ». Je lui demandai pourquoi elle ne pouvait pas le couvrir temporairement. Il y eut une pause juste assez longue pour compter. Puis elle expliqua que les revenus d'entreprise n'étaient pas la même chose que de l'argent assis dans un compte chèque personnel. Sa société avait une paie, des obligations de bail, des dépôts de fournisseurs, des impôts, des projets clients, et de l'argent qui devait rester à l'intérieur de l'entreprise. Elle ne pouvait pas retirer $1350 chaque fois que la famille en avait besoin sans considérer à quoi d'autre cet argent était censé servir. Je comprenais cela. Je travaillais autour des flux de trésorerie et de la paie tous les jours. Une entreprise pouvait avoir l'air prospère et exiger quand même une liquidité disciplinée. Vanessa ne mentait pas à ce sujet. Ce qui me dérangeait, c'était que le même principe n'avait jamais été appliqué à moi. Mon argent avait aussi des emplois, le loyer, la nourriture, les économies, Lucie, les urgences. L'avenir que j'essayais de construire. D'une façon ou d'une autre. Parce que mon revenu arrivait comme une paie prévisible au lieu de passer par une entreprise. Il avait été traité comme disponible. Je ne dis pas que ton entreprise n'a pas d'importance. Lui dis-je. Alors tu comprends pourquoi je ne peux pas simplement reprendre ça. Je comprends pourquoi tu ne veux pas.
Ce n'est pas juste. Peut-être que j'étais encore en colère, mais une contradiction ne me quittait pas. Les limites autour de l'argent de Vanessa étaient traitées comme responsables. Tandis que les miennes n'avaient jamais été traitées comme des limites du tout. Vanessa me dit encore que cela avait toujours été mon arrangement avec papa. Elle dit que le changer brusquement le mettait dans une position difficile et que je rendais un problème familial plus cher qu'il ne devait l'être. Je lui posais une question que je n'avais pas prévue. Si papa dépend autant de moi, où est passé son argent? Elle se tut. Pas choquée, pas confuse, juste silencieuse. Puis elle dit que je devais demander à papa ses finances, pas à elle. Cette réponse resta avec moi. Je n'assumais pas qu'elle cachait un grand secret. Je ne décidais pas soudain que papa était fauché ou que Vanessa prétendait être prospère. Je réalisais seulement qu'il y avait une partie de l'image que je n'avais jamais reçue parce que je n'avais jamais pensé avoir le droit de demander. 2 nuits plus tard, papa rappela. Il sonnait fatigué plutôt qu'en colère. Il dit qu'il avait passé la journée à déplacer des choses et à regarder ce que coûteraient les prochains mois si je refusais de redémarrer les paiements. Il ne me donnait toujours pas de détails. Il répétait seulement que les dernières années avaient coûté plus que prévu. Je demandai ce qu'il voulait dire. Il soupira. Ça veut dire que j'ai des obligations que tu ne connais pas. Alors explique-les. Non. Pas pendant que tu agis comme si je te devais un audit parce que tu es en colère. Je ne demande pas un audit. Tu me demandes de recommencer à payer. Je demande pourquoi. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous ne parla. Puis papa dit quelque chose qui changea la forme du problème sans l'expliquer. Si tu continues comme ça, je vais devoir toucher à de l'argent que je n'étais jamais censé toucher. La phrase me suivit pendant les 2 jours suivants. De l'argent que je n'étais jamais censé toucher. Papa l'avait dite comme un avertissement. Mais je ne pouvais pas dire s'il voulait dire des économies de retraite, un fonds d'urgence. Ou simplement de l'argent qu'il s'était mentalement promis de ne jamais dépenser pour la maison. Je ne poursuivis pas la réponse. C'était la partie étrange. Quelques semaines plus tôt, j'aurais rappelé, présenté mes excuses pour l'avoir contrarié. Et proposé de réparer ce qui devait l'être avant même de comprendre quel était le problème. Maintenant, je laissais la question là où il l'avait laissée. Ce qui avait changé, ce n'était pas ma curiosité. C'était ma volonté de le sauver de l'inconfort de s'expliquer. Au milieu de janvier, papa arrêta presque complètement de parler de Noël. Les 3 gifles disparurent de sa version des événements comme si elles appartenaient à une autre histoire. Chaque appel devint pratique. Il parlait des factures de chauffage, des impôts fonciers, des augmentations d'assurance. D'une réparation de gouttière qu'il avait reportée. Et des coûts ordinaires pour garder une maison qui avait autrefois semblé confortablement à portée. Il ne dit pas qu'il était sur le point de la perdre. Il était trop fier pour cela, et ce n'aurait pas été vrai. Mais il revenait sans cesse au même point. Sans les $1 350 que j'avais couverts. La maison ne rentrait plus nettement dans ses revenus de retraite. Un soir, il dit enfin la phrase qu'il savait me blesser le plus. Si ça continue, je vais peut-être devoir vendre. J'étais debout au comptoir de ma cuisine en train de couper des pommes pour le déjeuner de Lucie. Le couteau s'arrêta à mi-chemin d'un morceau. Pendant un moment, je vis la maison exactement comme il voulait que je la voie. Le couloir étroit où Vanessa et moi avions mesuré notre taille contre le cadre de la porte. Le porche arrière où papa grillait des hamburgers en été. Le sol du salon où Lucie construisait des tours avec des blocs en bois pendant que papa faisait semblant de ne pas remarquer quand elle les renversait avec ses pieds. L'idée d'un panneau d'agent immobilier dans le jardin donnait l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans mon enfance et y avait mis une étiquette de prix. Papa entendit mon silence et continua. Il me rappela qu'il avait prévu d'y rester. Il dit que réduire à 64 ans n'était pas la retraite pour laquelle il avait travaillé. Il dit que déménager coûterait de l'argent aussi.
Et que vendre une maison parce qu'une dispute familiale était devenue laide serait ridicule. Cette dernière phrase me ramena. Une dispute familiale n'a pas changé ton budget. Dis-je. Un paiement l'a fait. Il se tut. Je posai le couteau. Si mes $1 350 sont la différence entre garder la maison et la vendre, alors ce n'était jamais juste une aide supplémentaire. Ça est devenu une partie du budget parce que tu m'as dit que je pouvais compter dessus. Je t'ai dit que je t'aiderais pour un moment. 4 ans. C'est plus qu'un moment. Il le voulait comme preuve d'engagement. J'entendis autre chose. 4 ans à faire une chose était devenu sa preuve que j'étais obligé de continuer à le faire. Je regardai vers le salon. Lucie était étalée sur le tapis avec un cahier ouvert devant elle, mâchant le bout d'un crayon pendant qu'elle travaillait sur un problème de maths. Elle n'avait aucune idée qu'à une pièce de là. On me demandait de décider si la maison qu'elle associait à grand-père importait plus que la limite que j'avais fixée après l'avoir vu me frapper. Je baissai la voix, puis demandai pour Vanessa. Papa réagit si vite que je sus que l'idée ne lui était jamais venue ou lui était venue et avait été rejetée avant que je ne la dise. Qu'est-ce que Vanessa a à voir avec ça? J'allais presque rire. À Noël. Elle avait tout à voir avec ça. C'est entre toi et moi. Non. La mensualité était entre toi et moi. Le standard familial inclut apparemment elle. Il me dit de ne pas tordre ses mots. Je ne le fis pas. Je gardai cela simple. Vanessa était une réussite. Papa l'avait dit plus de fois que je ne pouvais compter. Si sa maison était vraiment serrée, pourquoi la première réponse était-elle toujours moi? Sa réponse vint enveloppée de protection avant même que Vanessa n'ait dit un mot. Elle a une entreprise à diriger. La phrase atterrit avec une clarté à laquelle je ne m'attendais pas. J'avais une vie à diriger aussi. J'avais un loyer, un enfant, des économies. J'avais passé des années à construire parce que je me souvenais trop bien de ce que c'était de n'en avoir aucune. J'avais un travail où chaque erreur avait des conséquences et un avenir que j'essayais de rendre plus solide que mon passé. Pourtant, aucune de ces choses n'avait jamais été traitée comme une raison pour laquelle mon argent avait besoin de protection. Ma stabilité m'avait rendu disponible. L'ambition de Vanessa la rendait intouchable. Je ne lui demande pas de détruire son entreprise, dis-je. Je demande pourquoi la première réponse est toujours moi. Papa me dit que j'étais mesquine. Je ne dis rien. Il me dit que la famille n'était pas censée tenir le score. J'allais presque lui rappeler qu'il avait passé 10 ans à tenir le score de l'aide qu'il m'avait une fois donnée, mais je n'en avais pas besoin. Nous le savions tous les deux. 2 jours plus tard, Vanessa appela. Sa voix était tendue d'une façon que je n'avais jamais entendue quand elle parlait de moi. Papa lui avait demandé de l'aide. Pas la totale de la mensualité au début. Une contribution. Quelque chose d'assez régulier pour enlever de la pression à son budget pendant que je revenais à la raison, comme elle le disait. Vanessa me dit qu'elle pouvait couvrir un montant plus petit pendant quelques mois. Mais remplacer les $1 350 entiers indéfiniment forcerait des choix qu'elle ne voulait pas faire. Sa firme prévoyait d'étendre son empreinte de showroom et d'ajouter un autre designer. Retirer plus de distribution du propriétaire de l'entreprise signifierait retarder ce plan ou réduire les dépenses ailleurs. Rien de tout cela ne sonnait faux. Je savais assez d'opérations pour comprendre pourquoi elle était prudente. Une entreprise prospère pouvait encore être endommagée en drainant de l'argent au mauvais moment. Les limites qu'elle décrivait étaient réelles. Ce qui rendait la contradiction plus difficile à écarter. Mais la façon dont elle encadrait la responsabilité me dérangeait. Tu le faisais déjà, dit-elle. Papa a construit son budget de retraite autour de ça. Encore. Pas, tu peux te le permettre. Pas, papa n'a pas d'autre option.
Tu le faisais déjà. Et si je ne l'avais pas fait? Demandai-je. C'est hypothétique. Ça ne l'est pas pour moi. Elle soupira et dit qu'arrêter le soutien sans transition avait des conséquences pour tout le monde. Je lui dis que je comprenais. Puis je demandai si protéger son plan d'expansion comptait aussi comme une conséquence. Son ton s'aiguisa. Mon entreprise soutient des gens, des employés, des clients. Des contrats. Ce n'est pas à propos d'acheter des chaussures ou de partir en vacances. Je n'ai pas dit que c'était le cas. Alors n'agis pas comme si je refusais parce que je suis égoïste. Je crus qu'elle le pensait. Vanessa ne se voyait pas comme égoïste. Dans son esprit, l'entreprise était un organisme qui avait besoin de protection parce qu'elle l'avait construite. Papa la voyait de la même façon. Ce que ni l'un ni l'autre ne semblait remarquer, c'était que ma vie n'avait jamais reçu ce même statut protégé. Le schéma devenait plus difficile à manquer. L'histoire, pas l'équité, décider qui portait quoi. Quelques jours après que Vanessa eut accepté d'envoyer à papa un montant plus petit, il me rappela. Il sonnait irrité, mais en dessous il y avait quelque chose de plus compliqué. La solution évidente ne s'était pas matérialisée comme il s'y attendait. Vanessa aiderait, mais pas assez pour me remplacer. Papa devait continuer à puiser dans ses propres comptes, et cela signifiait que la pression restait. Il dit que la contribution de Vanessa était généreuse et que son entreprise ne pouvait pas être déstabilisée pour une dispute familiale. Je demandai pourquoi mes finances pouvaient être déstabilisées à la place. Tu as un salaire stable, dit-il. Alors stable veut dire disponible. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'était assez proche. Papa commença à énumérer les raisons pour lesquelles la situation de Vanessa était différente. Impôt d'entreprise, paie, coût d'expansion, contrat. Puis, presque comme une réflexion après coup. Il dit qu'elle avait déjà eu quelques années difficiles et qu'il avait dû l'aider à les traverser. Les mots glissèrent dans la conversation si casuellement que je faillis les manquer. Je l'arrêtai. Que veux-tu dire? Tu as dû l'aider à traverser? Il recula immédiatement. Il dit que chaque entreprise avait des périodes difficiles. Il dit que Vanessa avait pris des risques parce que c'était ainsi que les gens construisaient quelque chose. Il dit que l'important était qu'elle s'était rétablie et que la société allait bien maintenant. Je restais très immobile à côté de mon bureau au travail, le téléphone collé à mon oreille. Je me souvenais de la Vanessa prospère de Noël. Je me souvenais de 4 ans de paiement de mensualité quittant mon compte sans question sur le fait qu'il ralentissait mon avenir. Et maintenant papa me disait presque fièrement que quand l'avenir de Vanessa avait été menacé, il était intervenu. Combien lui as-tu donné? Demandai-je. Papa ne répondit pas tout de suite. Quand il parla enfin, sa voix avait changé. Moins défensive, plus gardée. Assez pour que je ne puisse pas la laisser échouer. La réponse de papa ne me donna pas de chiffres, mais elle me donna quelque chose de plus troublant. Elle me dit que l'aide n'avait pas été petite. Pas quelques milliers de dollars glissés sur une table de cuisine. Pas une faveur temporaire qu'il avait oubliée. Ce qu'il avait fait pour Vanessa avait été assez grand pour que, dans son esprit, perdre son entreprise ensuite aurait rendu le sacrifice sans sens. Je terminai cet appel avec plus de questions que j'en avais au début. Mais pour une fois, je ne passais pas la nuit à essayer de les résoudre. Je ne cherchais pas dans les registres publics. Je n'appelais pas Vanessa en prétendant savoir quelque chose que je ne savais pas. Je ne demandais pas de relever à papa. Ce que je fis à la place, ce fut de me souvenir du jour, 4 ans plus tôt, où j'avais volontiers proposé de reprendre le paiement de sa mensualité. Papa avait pris sa retraite plus tôt que je ne m'y attendais. Il avait travaillé dans les opérations d'entrepôt et de distribution pendant la plus grande partie de sa vie d'adulte. Le genre de travail qui lui avait appris à tout mesurer selon que cela bougeait à temps et selon que
Quelqu'un prenait la responsabilité quand ce n'était pas le cas. Sa pension lui donnait une base stable, mais la retraite le rendait nerveux. Il se plaignait que la maison coûtait plus qu'elle ne devait. Que les impôts continuaient de grimper, qu'il y avait toujours quelque chose à réparer. J'allais bien à ce moment-là. Mon salaire avait augmenté. Lucie était à l'école élémentaire. J'avais enfin construit assez d'économies pour qu'une réparation de voiture inattendue ne ressemble plus à une catastrophe. Je me souvenais d'être debout dans la cuisine de papa pendant qu'il triait le courrier et de dire, presque fièrement, laisse-moi m'occuper de la mensualité pour un moment. Il m'avait regardé plus longtemps que je ne m'y attendais. Puis il avait demandé si j'étais sûr. Je lui avais dit que oui. J'avais dit qu'il m'avait porté quand j'avais 22 ans. Et que je voulais rendre sa retraite plus facile. Il n'y avait eu aucune demande, aucun contrat. Aucun montant en dollars attaché à l'ancienne aide qu'il m'avait donnée. Aucune date à laquelle nous déclarerions la dette réglée. C'était la partie à laquelle je ne pouvais pas arrêter de penser maintenant. J'avais offert un paiement. Quelque part en chemin, j'avais aussi offert le droit de décider quand ma gratitude était complète. Quelques jours plus tard, papa rappela et essaya de ramener la conversation au présent. Sa maison était la sienne. S'il choisissait d'aider une fille à un moment de sa vie, cela ne donnait pas à l'autre fille le droit de questionner chaque choix financier qu'il faisait. Ensuite, sur le principe, j'étais d'accord avec lui. C'est exactement ce que je dis. Lui dis-je. Ton argent est le tien. Il se tut, attendant le reste. Et le mien est le mien. C'était plus dur pour lui à accepter. Papa dit que la famille ne fonctionnait pas comme une collection de comptes bancaires séparés. Je pensais à quel point c'était étrange qu'il découvre ce principe seulement quand le compte m'appartenait. Quand son argent était allé quelque part, il ne voulait pas expliquer. La vie privée comptait. Quand mon argent arrêtait d'arriver, le devoir familial comptait plus. Il dit que je tordais les choses parce que j'étais encore en colère. Je ne niais pas être en colère. La colère était réelle, mais ce n'était plus la seule chose qui me maintenait en place. Je commençais à voir que j'avais passé des années à traiter mes propres choix comme des obligations. Tandis que les choix de tout le monde restaient des choix. Plus nous parlions, plus je voyais que les choix de tout le monde étaient encore traités comme des choix. Les miens s'étaient durcis en devoir. Le prochain changement vint de Vanessa, non parce que je l'avais acculée, mais parce que papa avait besoin d'elle pour me convaincre que l'entreprise allait bien maintenant. Elle appela un soir après que Lucie fut couchée et commença par la phrase qu'elle voulait clairement. Que je comprenne. Ce qui s'est passé il y a quelques années. C'est terminé. Elle me dit que la firme s'était trop vite étendue. Elle avait pris un showroom plus grand, embauché en avance sur les revenus. Et s'était engagée dans des projets dont les paiements arrivaient plus tard que prévu. Quelques clients avaient retardé le travail en même temps. Les coûts des matériaux avaient augmenté. L'entreprise elle-même n'était pas sans valeur. Elle avait des contrats, du personnel et un nom que les gens reconnaissaient. Ce qui lui manquait pendant un moment, c'était de l'argent liquide au moment exact où l'argent liquide importait le plus. Papa était intervenu. Vanessa dit cette partie sans embarras. Elle croyait qu'il avait fait ce que tout parent capable d'aider aurait fait. Elle me rappela aussi que la société s'était rétablie. Elle avait resserré les opérations, coupé le gaspillage, reconstruit le calendrier et gagné de nouveaux travaux. Elle avait remboursé à papa une partie de l'argent quand elle le pouvait. Pas selon un calendrier fixe, admit-elle. Mais assez pour qu'elle ne se voie pas comme quelqu'un qui avait simplement pris de lui. Je crus que le rétablissement était réel. J'avais assez vu de son entreprise au fil des ans pour savoir qu'elle avait construit quelque chose de substantiel. Des employés dépendaient d'elle. Des clients en recommandaient d'autres. Elle travaillait de longues heures et était bonne dans ce qu'elle faisait. Rien de tout cela ne changeait parce que papa l'avait aidée pendant une mauvaise période. Ce qui changeait, c'était la façon dont j'entendais le mot échec. Quand Vanessa parlait du sien, il avait un début et une fin.
Elle avait pris une mauvaise décision d'expansion. L'argent s'était resserré. Papa avait aidé. Elle s'était ajustée. L'entreprise s'était rétablie. L'histoire avançait. La mienne n'avait jamais eu le droit d'avancer. À 22 ans, j'avais eu besoin d'un endroit où vivre et d'aide avec Lucie. Papa m'avait donné les deux. 10 ans plus tard. Il pouvait encore revenir à cette année à Noël et l'utiliser pour expliquer qui j'étais. La pire période d'affaires de Vanessa était devenue une preuve de résilience. Ma pire année était devenue une identité. Je m'assis au bord de mon lit après que Vanessa eut fini de parler et fixé l'écran sombre de mon téléphone. L'injustice faisait mal d'une façon différente de la gifle de papa. La gifle avait été évidente. Celle-ci était plus lente. Elle faisait se réarranger d'anciens souvenirs. Pendant des années. J'avais pensé que la différence centrale entre Vanessa et moi était qu'elle avait réussi et que j'avais une fois échoué. Maintenant, je commençais à me demander si la différence plus profonde était qu'elle avait été autorisée à échouer sans être condamnée à rester la personne qu'elle était au fond. Quand je parlais à papa à nouveau, je ne l'accusais pas de l'aimer plus. Cet argument était trop facile pour lui à écarter. Je demandais seulement sur la règle qu'il semblait utiliser. Il me dit que la crise de Vanessa avait été différente. Une entreprise avait des employés, des obligations et un potentiel futur. La laisser s'effondrer aurait gaspillé des années de travail. Je lui rappelai qu'à 22 ans, j'avais aussi un potentiel futur. Bien qu'à l'époque il ait paru moins impressionnant parce qu'il venait avec un bébé. Un solde bancaire bas et aucun plan poli. Papa me dit de ne pas comparer des choses qui n'étaient pas comparables. Cette réponse resta avec moi parce que la comparaison était exactement ce qu'il avait fait toute ma vie. À Noël, il nous avait comparés en une seule phrase avant de m'appeler parasite. Maintenant que la comparaison rendait Vanessa moins parfaite et mon rôle moins honteux. Soudain la comparaison était injuste. Je lui demandai encore combien il avait mis dans son entreprise. Il refusa de répondre. Il dit que j'essayais d'auditer sa vie et de le punir pour avoir aidé ma sœur. Je lui dis que je ne demandais pas d'accès à ses comptes et que je ne voulais pas de remboursement, d'équité ou de contrôle sur ce qu'il faisait avec sa propriété. Je voulais seulement qu'il arrête d'exiger que je redémarre un paiement tout en insistant que je n'avais aucun droit de comprendre pourquoi il en avait besoin. Je n'ai pas besoin de t'auditer, dis-je. Mais si tu veux que mon argent soit impliqué, tu n'as pas le droit de me dire que la raison n'est pas mon affaire. Pour une fois, il ne répondit pas immédiatement. Le silence se sentait différent des silences après Noël. Il ne se sentait pas comme une punition. Il se sentait comme un calcul. Au cours de la semaine suivante, les appels de papa devinrent moins fréquents, mais plus prudents. La pression sur lui était encore réelle. La contribution plus petite de Vanessa aidait, mais elle ne remplaçait pas la mensualité. Il continuait à couvrir la différence. Il continuait aussi à insister que je ne comprenais pas toute la situation. J'arrêtais de discuter avec cette phrase, puis d'expliquer toute la situation, disais-je chaque fois. Il ne le faisait jamais. Pas encore. Mais chaque refus changeait quelque chose en moi. Je ne me sentais plus comme si je retenais de l'argent à un parent sans défense. Je me sentais comme une personne à qui on demandait de financer un arrangement dont les termes tout le monde comprenait mieux que moi. Un soir, pendant que Lucie coloriait à la table de la cuisine, papa appela et dit qu'il voulait reparler en personne bientôt. Sa voix était fatiguée. Il dit qu'il en avait assez de se sentir jugé pour des choix qu'il avait faits pour garder la famille debout. Je lui dis que je ne lui demandais pas de s'excuser d'avoir aidé Vanessa. Je lui demandais d'arrêter de traiter mon aide comme obligatoire tout en traitant ses choix comme privés. Il expira lentement. Puis il dit : « Tu continues d'agir comme si cette maison ne t'avait jamais coûté que toi. Tu n'as aucune idée de ce que j'y ai mis. Ce que j'y ai mis. » Je dormis à peine. Après que papa eut dit ces mots, non parce que je pensais qu'il avait fait quelque chose d'illégal, mais parce que je compris enfin que la maison avait une deuxième histoire qui courait sous celle que je connaissais. Pendant 4 ans.
J'avais vu un paiement de mensualité quitter mon compte chaque mois et assumer que les mathématiques s'arrêtaient là. Papa m'avait laissé croire que la retraite était serrée. J'aidais et l'arrangement était simple. Ce n'était pas simple. Le soir suivant, il appela après que Lucie fut couchée. Sa voix avait la platitude prudente que les gens utilisent quand ils ont décidé d'expliquer quelque chose sans admettre qu'ils auraient dû l'expliquer plus tôt. Il commença par Vanessa. 2 ans plus tôt, sa firme avait été en pire état qu'elle ne me l'avait dit. L'expansion ratée n'avait pas signifié que l'entreprise était sans valeur. Mais l'argent s'était resserré assez vite pour que la paix, le bail du showroom plus grand, les dépôts de fournisseurs et les paiements clients retardés aient commencé à entrer en collision en même temps. Elle avait du travail qui arrivait. Elle avait des employés. Elle avait signé des contrats. Ce qu'elle n'avait pas, c'était assez d'argent liquide pour survivre à l'écart. Papa dit qu'il croyait que laisser la société s'effondrer alors aurait détruit quelque chose qui avait encore de la valeur. Alors, il avait emprunté contre la maison. Je ne dis rien d'abord. Il continua à parler, presque soulagé d'avoir enfin franchi la ligne vers la vérité. Il avait ouvert une ligne de crédit sur la valeur nette de la maison et retiré environ 85 000 $. La plupart étaient allés à garder l'entreprise de Vanessa en vie pendant cette mauvaise période. Elle avait remboursé une partie au fil du temps, mais pas selon un calendrier. Et un gros solde était encore là. Le paiement de cette dette était assis à côté de tout le reste que la maison lui coûtait déjà. Les mots « valeur nette de la maison » me frappèrent plus fort que le chiffre. J'avais pensé que j'aidais papa à garder la maison. Je n'avais pas compris qu'il l'avait aussi utilisé pour garder l'entreprise de Vanessa en vie. Tu as mis la maison derrière sa société ? Demandai-je. J'ai utilisé de l'équité que j'avais construite pendant des décennies, dit-il. C'était ma maison. Il sonnait défensif, mais cette partie était vraie. C'était sa maison, son équité, son choix. Ce n'était pas la partie qui faisait se tordre mon estomac. Tu faisais ça pendant que je payais la mensualité ? Il hésita. Cette hésitation me répondit avant qu'il ne le fasse. Oui. Pendant 2 ans. J'avais continué à envoyer 1 350 $ chaque mois vers la mensualité principale. Tandis que papa portait un autre paiement créé par l'argent qu'il avait emprunté contre la même propriété. Mon paiement n'était pas allé directement à Vanessa. Je n'avais jamais écrit de chèque à son entreprise. Papa ne m'avait pas volé ni falsifié mon nom ni mis sur une dette que je ne connaissais pas. Mais mon argent avait créé de la place. En enlevant la mensualité principale du budget mensuel de papa, j'avais libéré une partie de sa pension et de ses économies pour porter la dette de la valeur nette. J'avais soutenu papa tandis que papa soutenait Vanessa. Je m'assis à la table de la cuisine parce que mes genoux se sentirent soudain faibles. Noël me revint en un seul morceau tranchant. Sa main, Lucie qui pleurait, son visage tordu de mépris. Ta sœur est une réussite. Toi. Tu n'es qu'un parasite. Pendant des semaines, cette phrase avait semblé hypocrite parce que je payais sa mensualité. Maintenant, elle semblait pire. La réussite qu'il avait utilisée pour me faire honte avait survécu. En partie parce qu'il l'avait protégée du coût total de l'échec. Et une partie de ce qui rendait cette protection durable était le fait que j'avais discrètement enlevé l'une de ses plus grandes dépenses mensuelles de ses épaules. Je n'étais pas responsable de la réussite de Vanessa. Elle avait reconstruit la firme. Elle avait corrigé les erreurs, gagné du travail, gardé les employés et transformé une mauvaise période en une société fonctionnelle à nouveau. Je refusais d'effacer cela. Mais elle avait reçu quelque chose que je n'avais jamais réalisé. J'étais encore en train de supplier pour une réinitialisation. Son échec avait été traité comme un événement. Le mien avait été traité comme un trait de caractère. Papa dut entendre quelque chose dans mon silence parce qu'il passa à l'explication. Il dit que Vanessa avait un vrai potentiel. Il dit que l'entreprise était assez proche de survivre pour que l'aide ait du sens. Il dit que
J'étais déjà stable à ce moment-là et que je gagnais un salaire fiable. Alors tout le monde avait simplement aidé de la façon dont ils en étaient capables. Cette phrase clarifia plus qu'il ne l'entendait. J'étais stable donc ma stabilité devenait utilisable. Vanessa avait du potentiel donc son potentiel devenait protégeable. Tu t'entends? Demandai-je. Je m'entends essayer de garder cette famille debout. Non. Tu entends ma paix et tu penses ressources familiales. Tu entends son entreprise et tu penses quelque chose que personne ne devrait déranger. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu as fait. Sa voix se durcit. Il me rappela qu'il m'avait aidé quand j'avais 22 ans. Qu'il n'avait jamais demandé de remboursement alors. Et que le soutien familial ne pouvait pas être réduit à des chiffres identiques à des dates identiques. Encore une fois, des parties de son argument étaient vraies. Il avait aidé toutes les deux et les parents aidaient les enfants différemment. Le problème était ce qui se passait ensuite. Vanessa avait été autorisée à prendre l'aide de papa, à se rétablir et à devenir l'exemple de réussite. J'avais pris l'aide de papa, me rétabli, construit une carrière stable, élevé Lucie, économisé de l'argent, et passé 10 ans à encore être présenté à moi-même à travers la pire année de ma vie. À Noël, papa n'avait pas dit Aaron avait besoin d'aide une fois. Il m'avait appelé parasite au présent. Cette différence se sentait enfin impossible à ignorer. Papa dit que Vanessa avait remboursé environ 17 000 $ au fil du temps et qu'il n'avait jamais attendu d'elle qu'elle remplace le montant total immédiatement parce que drainer l'entreprise aurait défait le but de l'aider à survivre. Le solde de la ligne de crédit sur la valeur nette était encore important. Combiné à la mensualité principale et au reste des dépenses de la maison. Perdre mon paiement mensuel avait transformé un budget de retraite gérable en un qu'il n'aimait plus. Ce n'était pas une catastrophe. C'était un ensemble de choix qu'il ne voulait plus porter seul. Pour la première fois, je compris pourquoi mon paiement annulé l'avait tant effrayé le soir de Noël. Il n'avait pas seulement perdu 1350 $. Il avait perdu le coussin sous une structure qu'il avait construite en assumant que je resterais à ma place assignée. Papa prit une respiration et offrit ce qui sonnait en surface comme la chose la plus raisonnable qu'il avait suggéré depuis Noël. Il dit que je pouvais redémarrer la mensualité pour quelques mois. Pas pour toujours, promit-il. Juste assez longtemps pour qu'il réorganise son budget, réduise d'autres dépenses. Et décide comment gérer le solde restant de la valeur nette sans trop rapidement drainer sa réserve de retraite. 3 mois, peut-être 4. Puis il s'en occuperait. Un mois plus tôt, j'aurais accepté avant qu'il ait fini la phrase. Même maintenant, l'offre me tirait. C'était temporaire. Cela lui donnait du temps. Cela ne m'obligeait pas à pardonner les gifles. Cela ne demandait pas à Lucie de retourner à la maison. Je pouvais redémarrer un transfert et faire baisser la pression pour tout le monde. C'était ce qui le rendait dangereux parce que l'ancien arrangement avait aussi commencé comme temporaire. Je dis à papa que j'avais besoin de la nuit. Il sonnait presque satisfait. Comme si avoir besoin de temps signifiait que je revenais enfin à la raison. Nous terminâmes l'appel sans cri. Je restai à la table de la cuisine longtemps après que l'écran se fût éteint. À ce moment-là, j'en savais assez. Papa avait utilisé la maison pour amortir la chute de Vanessa. Tandis que j'avais utilisé mon revenu pour amortir la sienne. L'entreprise de Vanessa s'était rétablie parce qu'elle était capable et parce qu'on lui avait donné de la place pour se rétablir. Ma stabilité avait aidé à créer une partie de cette place sans que je comprenne jamais toute la structure. Et d'une façon ou d'une autre. J'étais encore celle à qui on avait appris que besoin d'aide une fois était une tâche permanente. Avant de me coucher, je vérifiai Lucie. Elle dormait sur le côté avec un bras hors de la couverture. Son visage détendu d'une façon que je n'avais pas beaucoup vue depuis Noël. Je restai dans l'embrasure et me souvins de sa question de cette nuit-là. Maman? Est-ce que grand-père va perdre sa maison à cause de moi?
Je lui avais dit que les adultes étaient responsables de leurs propres choix. Maintenant papa me demandait de rendre ses choix plus faciles à nouveau. Je pouvais le faire. C'était la partie la plus dure. La réponse que je lui donnerais demain ne déciderait pas seulement si un paiement quittait mon compte. Elle apprendrait à Lucie si une limite était quelque chose que nous voulions dire ou quelque chose que nous gardions seulement jusqu'à ce que la culpabilité devienne assez chère. Le lendemain matin, j'appelais papa avant de pouvoir transformer la réponse en une autre semaine de réflexion. J'avais mal dormi, mais la décision elle-même se sentait étrangement propre. Je n'ouvris pas l'application bancaire. Je ne calculais pas combien coûterait 3 ou 4 mois. Je ne demandais pas s'il promettrait de ne plus jamais mentionner l'année où j'avais 22 ans. Le problème n'était plus le prix du compromis. C'était ce que le compromis reconstruirait. Papa répondit rapidement. Je pouvais entendre l'attente dans sa voix avant que je dise quoi que ce soit. Il avait passé la nuit à assumer que le temps me ramènerait au rôle qu'il comprenait. Je ne redémarre pas la mensualité, dis-je. Il y eut une longue pause. Je lui dis que je ne demandais pas l'argent que j'avais déjà payé. Je ne demandais pas une partie de la maison. Un remboursement de Vanessa ou un contrôle sur la ligne de crédit sur la valeur nette. Je ne lui disais pas qu'il avait eu tort de sauver son entreprise. C'était ses choix. J'en faisais un des miens maintenant. L'arrangement qui avait pris de l'argent de mon compte chaque mois pendant 4 ans était terminé. Sa première réponse fut la colère. Il dit que je le punissais pour avoir aidé ma sœur. Il dit que j'avais exigé la vérité et que je l'avais ensuite utilisée contre lui le moment où il me l'avait donnée. Il dit que cela prouvait qu'il avait eu raison de garder ses finances privées en premier lieu. Un mois plus tôt, cette accusation m'aurait envoyé me démener pour prouver que je n'étais pas cruel. J'aurais ajouté des exceptions jusqu'à ce que la limite ne ressemble plus à une limite du tout. Au lieu de cela, je gardais ma voix égale. Tu avais le droit d'emprunter contre ta maison. Tu avais le droit d'aider Vanessa. J'ai le droit d'arrêter d'utiliser ma paix pour rendre ses choix plus faciles à porter. Il dit que la famille était censée s'entraider. Je l'ai fait, dis-je. Pendant 4 ans. Il essaya le plus vieil argument à nouveau. Il m'avait aidé quand j'étais jeune. Il m'avait donné un endroit où vivre. Il avait gardé Lucie. Il avait acheté des courses quand je ne pouvais pas. Chaque souvenir comptait encore pour moi. Aucun d'eux ne disparaissait parce que j'avais enfin arrêté de payer sa mensualité. Mais pour la première fois, je compris que la gratitude n'exigeait pas un abonnement à vie. Quand papa réalisa que je ne négociais pas, sa colère changea. Il devint pratique à nouveau. Il dit qu'il devrait déplacer plus d'argent hors des économies. Il devrait reporter des réparations, couper des dépenses. Et décider combien de temps garder la maison avait du sens tout en portant à la fois la mensualité principale et le paiement de la valeur nette. La contribution plus petite de Vanessa aidait, mais elle ne résolvait pas le problème. Je détestais entendre cela. Je détestais savoir que je pouvais rendre sa voix moins fatiguée avec quelques touches sur mon téléphone. Le fait que je pouvais encore me permettre les $1350 importait plus maintenant que quand je l'avais d'abord annulé. Si j'avais été incapable de payer, il n'y aurait eu aucun choix à tester. Mais mon salaire était encore stable. Mes économies étaient intactes. J'aurais pu remettre l'ancien système en place avant le déjeuner. Je ne le fis pas. Ce soir-là, Lucie me trouva en train de plier du linge sur le canapé et demanda si grand-père était encore en colère. Elle avait arrêté de demander pour la maison tous les jours. Mais je pouvais dire que la question ne l'avait jamais complètement quitté. Je posai un de ses t-shirts et lui dis que j'avais décidé que je n'allais plus payer la mensualité de grand-père. Son visage se crispa. Alors? Il va la perdre. Pas à cause de toi, dis-je. Et pas demain. Grand-père a de l'argent. Il a des choix. Il pourrait décider que la maison lui coûte trop maintenant, mais c'est une décision d'adulte sur sa vie.
Elle regarda le sol un moment. Tu l'aimes encore? La question était si simple qu'elle trancha à travers tout ce qui était compliqué autour. Oui. Dis-je. Je l'aime. Même après qu'il t'ait frappé? Oui. Aimer quelqu'un ne rend pas ce qu'il a fait acceptable. Elle y réfléchit. Puis s'appuya contre mon épaule. Je mis mon bras autour d'elle et sentis quelque chose en moi se desserrer. Pendant la plus grande partie de ma vie, l'amour et l'obéissance avaient été liés si étroitement que j'avais pris l'un pour une preuve de l'autre. Lucie avait 10 ans, et je voulais qu'elle apprenne la différence plus tôt que moi. Au cours des semaines suivantes, papa arrêta de parler comme si mon retour était inévitable. Ses mises à jour devinrent plus courtes et plus factuelles. Il couvrit à nouveau la mensualité avec ses propres fonds. Il paya la facture de la valeur nette. Il me dit qu'il avait déplacé une partie de sa réserve de liquidité dans le compte chèque qu'il utilisait pour la maison et qu'il avait commencé à passer ligne par ligne à travers des dépenses qu'il avait autrefois ignorées parce que mon paiement créait de la place pour elle. Et malgré tout ce que j'avais craint, rien ne s'effondra. Les lumières restèrent allumées. La mensualité resta à jour. Papa achetait encore des courses. La maison ne devint pas soudain une histoire de saisie. Ce qui changea, c'est que chaque mois avait maintenant un coût visible pour lui. L'argent qui était autrefois resté en sécurité dans la réserve commença à faire le travail que mon argent avait fait automatiquement. Le prochain changement vint pendant un appel à 3. Papa insista pour l'avoir avec Vanessa et moi. J'allais presque décliner. Mais il dit qu'il voulait que nous entendions toutes les deux la même chose pour que personne ne puisse plus tard prétendre qu'il avait dit quelque chose de différent. Il sonnait épuisé plutôt que dramatique. Il dit à Vanessa qu'il ne pouvait plus être son filet de sécurité pour l'expansion du showroom qu'elle avait planifié. Si elle avançait, elle devrait le faire sans assumer qu'il pourrait intervenir à nouveau si l'argent se resserrait. Sa priorité maintenant devait être la maison et protéger ce qui restait de son coussin de retraite. Vanessa se tut d'une façon que je reconnus immédiatement. C'était la même pose stupéfaite que j'avais sentie quand papa avait d'abord traité mon paiement de mensualité comme permanent. Elle lui rappela que l'expansion n'était pas imprudente, qu'elle avait appris de la dernière. Et que l'entreprise était plus forte maintenant. Papa dit qu'il la croyait. Ce n'était pas le point. Il ne pouvait simplement pas promettre de l'argent dont il pourrait avoir besoin pour lui-même. Je ne te demande pas d'argent aujourd'hui, dit-elle. Je sais, répondit papa. Je te dis de ne pas construire un plan qui assume que j'en aurai demain. Les mots atterrirent plus fort qu'ils ne semblaient le réaliser. Pour la première fois, Vanessa entendait que l'avenir de quelqu'un d'autre ne pouvait plus être traité comme son coussin d'urgence. Elle ne devint pas pauvre. Son entreprise ne s'effondra pas. Rien de dramatique n'arriva sur l'appel. Mais l'Assomption sous sa confiance se déplaça. Si la prochaine expansion devenait difficile, elle devrait la ralentir, la financer différemment. Ou porter plus du risque elle-même. Elle me blâma quand même, pas directement d'abord. Elle dit qu'aucun de ces changements n'aurait été nécessaire si j'avais honoré l'arrangement que papa et moi avions déjà. J'allais presque répondre avec l'argument que nous avions répété pendant des semaines. Mais je m'arrêtai. Je n'avais plus besoin de gagner cette conversation. Je n'ai pas enlevé son filet de sécurité de toi, dis-je. Il en a besoin pour lui-même maintenant. Papa ne défendit ni l'une ni l'autre. Ce silence me dit que la structure familiale avait enfin changé d'une façon qu'aucun de nos arguments n'avait jamais pu. Il ne pouvait plus protéger Vanessa de chaque inconvénient parce que le coup l'avait atteint et il ne pouvait plus passer automatiquement ce coup à moi parce que j'avais arrêté d'accepter le transfert. Après l'appel, je fis le calcul une fois dans ma tête. Je pouvais encore me permettre les $1350 si je choisissais. Savoir cela suffisait. Je n'agis pas dessus. 2 nuits plus tard,
papa m'envoya un message avec un chiffre et rien d'autre d'abord. 16 200 $. Je sus immédiatement ce que c'était. 12 mois du paiement de la mensualité que j'avais couvert. Un deuxième message suivit. Il avait refait les calculs. Sans quelqu'un pour remplacer ces 1350 $ chaque mois. Garder la maison à long terme signifiait brûler de l'argent qu'il avait l'intention de préserver. Pour la retraite tout en portant encore l'obligation de la valeur nette qu'il pouvait gérer pour un moment. Il ne pouvait pas prétendre que cela avait du sens pour toujours. Puis vint la phrase qui rendit le prochain choix de papa inévitable. À ce rythme, je dois décider si garder la maison vaut ce que cela me coûte. Le chiffre que papa m'envoya ne quitta pas mon esprit le lendemain matin. 16 200 $. Une année de la mensualité que j'avais autrefois traitée comme une partie fixe de mon propre budget. Il avait enfin réduit le problème à ce qu'il était vraiment. La maison pouvait continuer. Mais seulement si quelqu'un continuait à absorber un coût qu'il ne voulait plus porter seul. Quelques jours plus tard, Vanessa m'appela de son bureau. Je pouvais entendre des voix et des portes de placard en arrière-plan. Avant qu'elle ne se ferme dans une pièce plus calme. Elle ne perdit pas de temps à prétendre que la conversation était encore à propos de Noël. Papa lui avait clairement dit qu'il ne se tiendrait pas derrière l'expansion du showroom qu'elle avait planifié pour le printemps. Sans ce filet de sécurité. Elle avait décidé de retarder l'espace plus grand et le designer supplémentaire qu'elle voulait embaucher. Elle coupait aussi quelques dépenses non essentielles qu'elle avait assumées que l'entreprise pouvait confortablement porter cette année. La société n'était pas en difficulté. Elle le rendit clair plus d'une fois. Les projets existants étaient sains. La paix était couverte. Les clients continuaient d'arriver. Ce qui avait changé, c'était combien de risques elle était prête à prendre quand personne d'autre n'avait promis d'attraper le côté négatif. Puis elle me blâma. Elle dit qu'avant Noël, papa avait un plan de retraite workable et qu'elle avait un plan d'affaires workable. Depuis que j'avais arrêté de payer, les deux avaient été forcés de changer. Dans sa version, ma décision était entrée dans un système stable et avait créé de l'instabilité. Pendant des semaines, entendre cela aurait d'abord apporté de la culpabilité. Cette fois, quelque chose d'autre arriva avant. La clarté. La retraite de papa avait déjà dépendu de l'argent de moi. Le plan de croissance de Vanessa avait déjà été plus facile parce qu'elle croyait que papa pourrait aider si quelque chose allait mal à nouveau. La faiblesse avait existé avant que je touche quoi que ce soit. Mon paiement avait simplement rendu plus difficile de la voir. Je n'ai pas créé les chiffres de papa, lui dis-je. Et je n'ai pas créé ton risque. Tu as changé les conditions du jour au lendemain. J'ai arrêté de cacher ce que les conditions étaient déjà. Elle détesta cette réponse. Je pouvais le dire parce qu'elle devint très calme de la façon dont elle le faisait quand la colère l'aurait fait se sentir moins professionnelle. Elle me rappela que les familles font des plans autour des promesses. Je lui rappelai que 4 ans d'aide à papa n'avaient jamais signifié que j'avais promis de financer chaque choix futur construit au-dessus de cette aide. Nous ne résolûmes rien. Vanessa termina l'appel en disant qu'elle espérait que j'étais satisfaite. Je ne l'étais pas. C'était la partie que ni elle ni papa ne semblaient capables de comprendre. Il n'y avait aucune satisfaction à regarder les conséquences se répandre. Je ne jouissais pas de savoir que Vanessa avait retardé quelque chose vers quoi elle avait travaillé. Je ne jouissais pas d'imaginer papa ouvrant son application bancaire et regardant l'argent de retraite se déplacer dans la direction opposée à celle qu'il avait planifiée. Mais se sentir mal à propos des conséquences ne signifiait pas que j'avais causé les conditions qui les produisaient. Une semaine plus tard, papa essaya un genre différent de pression. Il appela un dimanche après-midi et mentionna à peine l'argent d'abord. Au lieu de cela, il parla de la maison, pas de la mensualité, de la maison. Il me rappela que Vanessa et moi avions grandi là, que Lucie avait appris à marcher dans le salon. Et que presque chaque fête dont je me souvenais était passée par ces pièces. Il savait exactement quels souvenirs avaient encore du poids.
Il n'avait pas besoin de dire ce qu'il faisait. Les souvenirs faisaient le travail pour lui. Ce soir-là, après que Lucie fut installée chez une amie pendant quelques heures, je passais devant le quartier de papa. Je me dis que j'étais seulement curieuse. Je savais que ce n'était pas entièrement vrai. Je me garais de l'autre côté de la rue et m'assis là avec le moteur éteint. La maison paraissait plus petite depuis la voiture que dans ma mémoire. Le bardage avait besoin d'être lavé. Une lumière du porche avait grillé. L'érable près de l'allée était nu, ses branches noires contre le ciel d'hiver. Rien en elle ne ressemblait à un symbole. Elle ressemblait à une maison ordinaire de Columbus portant plus de dettes en mémoire que cela n'avait de sens pour un homme à la retraite. Je pouvais voir la fenêtre de la salle à manger depuis où j'étais assise. C'était là que papa m'avait frappé. C'était aussi là qu'il avait coupé le gâteau d'anniversaire de Lucie 2 ans plus tôt et l'avait laissé souffler les bougies 2 fois parce qu'elle en avait manqué une la première fois. La même pièce pouvait contenir les 2 souvenirs. C'était ce qui rendait le lâcher-prise difficile. Je n'avais pas besoin de prétendre que la maison était devenue mauvaise simplement parce que quelque chose de terrible s'était passé à l'intérieur. Je restais là jusqu'à ce que mes yeux brûlent et finis par rentrer. Aimer un endroit ne le rendait pas abordable. Ce souvenir de bonnes choses n'annulait pas les mauvaises. Et le chagrin ne signifiait pas toujours qu'une décision était fausse. À ce moment-là, papa avait commencé à poser des questions pratiques sur la vente. Il me dit qu'il avait brièvement parlé avec un agent immobilier de ce que des maisons similaires se vendaient, et avait fait des calculs approximatifs sur ce qui resterait après la mensualité principale, le solde de la valeur nette et les coûts de vente. Il ne s'engageait encore à rien. Il voulait que je sache qu'il avait des options. Le fait qu'il avait des options aurait dû rendre la tension plus petite. Au lieu de cela, cela rendit la prochaine conversation plus honnête. Papa demanda à Vanessa et à moi de rejoindre un autre appel à 3. Il dit qu'il en avait fini d'avoir la même discussion séparément. J'allais presque refuser. Puis changer d'avis parce que je voulais entendre ce qui se passait quand la règle familiale était enfin appliquée à quelqu'un d'autre que moi. Papa passa en revue les chiffres sans drame. Sa pension pouvait soutenir une vie plus petite confortablement. La maison actuelle était différente. Entre la mensualité, le paiement de la valeur nette, les impôts, l'assurance, les services publics et l'entretien, la garder n'avait de sens que s'il acceptait un tirage beaucoup plus rapide sur ses réserves aussi. Quelqu'un d'autre prenait une part significative chaque mois. Il demanda à Vanessa si elle pouvait augmenter ce qu'elle contribuait. Elle dit qu'elle avait déjà commencé à aider. Papa dit qu'il savait. Il demandait si elle pouvait en prendre assez pour rendre la maison durable. La réponse de Vanessa fut prudente. Elle pouvait faire plus qu'elle ne le faisait maintenant. Mais pas assez pour remplacer le montant entier que j'avais payé sans faire des choix qu'elle ne voulait pas faire. Elle devrait complètement pousser l'expansion, réduire les distributions du propriétaire, couper les dépenses personnelles, ou retirer de l'argent de l'entreprise à un niveau qu'elle croyait irresponsable. Je compris chaque raison qu'elle donna. Papa aussi. C'était pourquoi sa déception importait. Pendant des années, il avait parlé de Vanessa comme si la réussite signifiait la liberté des sortes de limites qui définissaient le reste d'entre nous. Maintenant la réussite était assise au téléphone en expliquant que l'argent avait des emplois concurrents. Papa fut silencieux pendant plusieurs secondes. Puis il dit : la famille fait ce qu'elle doit. Les mots étaient si familiers en sang que je sentis mon estomac se resserrer. Vanessa aussi. Je pouvais l'entendre dans la façon dont elle répondit. Elle dit qu'aider papa ne signifiait pas endommager une société saine. Papa dit qu'il avait une fois cru que protéger cette société était un devoir familial. Vanessa lui rappela qu'elle avait remboursé une partie de ce qu'il lui avait donné. Papa dit que ce n'était pas le point. Le point était que la règle avait bougé. Je ne rejoignis pas l'argument. J'écoutais. Il y avait quelque chose de presque douloureux à entendre papa utiliser la même logique sur Vanessa qu'il avait utilisée sur moi. Cela ne se sentait pas comme de la justice.
Cela se sentait comme une preuve que la règle elle-même avait toujours été le problème. Finalement, papa arrêta d'essayer de persuader l'une ou l'autre d'entre nous. Il dit qu'il avait regardé les chiffres assez longtemps pour savoir la vérité. À moins que quelqu'un ne devienne un payeur permanent. Garder la maison au niveau actuel de dépenses n'était pas le choix sensé. Vendre et déménager quelque part de plus petit n'était plus une menace qu'il pouvait utiliser pour m'effrayer. C'était une vraie option. Il dit qu'il avait besoin d'une réponse finale avant de décider quoi faire. 2 soirs plus tard, il demanda à Vanessa et à moi de venir. Je laissai Lucie avec une amie de confiance et conduisis seul. Traverser la porte d'entrée de papa pour la première fois depuis Noël fit se souvenir mon corps. Avant mon esprit. Mes épaules se tendirent. Ma joue ne faisait plus mal, mais pendant une seconde, je pouvais sentir le fantôme. Papa ne mentionna pas cette nuit. Pas encore. Il s'assit à la table de la salle à manger avec un bloc-notes légal couvert de chiffres. Vanessa arriva quelques minutes après moi, portant encore son manteau de travail. Personne ne toucha au café que papa avait préparé. Il avait l'air fatigué, pas vaincu, pas pauvre. Juste fatigué de prétendre que les mathématiques pouvaient être intimidées pour lui donner la réponse qu'il voulait. Il dit qu'il pouvait vendre, qu'il pouvait réduire. Qu'il pouvait protéger ce qui restait de sa retraite et arrêter d'utiliser la maison comme le centre de chaque décision familiale. Ou qu'il pouvait la garder si le fardeau mensuel avait un remplacement permanent. Puis il regarda Vanessa d'abord, pas moi. Son visage changea quand elle comprit ce que cela signifiait. Papa poussa le bloc-notes de quelques centimètres sur la table. Alors tu le paies. Vanessa fixa papa comme s'il avait changé de langue au milieu d'une phrase. 1 minute plus tôt. Elle expliquait pourquoi l'entreprise ne pouvait pas absorber une autre obligation permanente sans conséquences. Maintenant. Le même homme qui avait protégé ses conséquences de l'atteindre pendant des années lui disait de prendre tout le fardeau. Elle regarda le bloc-notes, puis lui. Elle dit qu'elle pouvait augmenter ce qu'elle contribuait déjà. Mais prendre les $1 350 complets chaque mois signifierait plus que reporter l'expansion du showroom. Cela signifierait couper les distributions du propriétaire, changer les dépenses personnelles. Et laisser moins de flexibilité à l'intérieur de la société si un client payait en retard ou si un projet dépassait le budget. Elle pouvait le faire pour une courte période. Elle ne pouvait pas promettre de le faire indéfiniment sans changer la façon dont elle vivait et dirigeait l'entreprise. Papa ne l'accusa pas de mentir. C'était ce qui rendait le moment différent de chaque argument que nous avions eu auparavant. Il savait que la société était réelle. Il savait qu'elle travaillait dur. Il savait que l'argent à l'intérieur d'une entreprise prospère avait encore des emplois. Il avait défendu chacune de ses vérités quand je demandais pourquoi Vanessa ne pouvait pas me remplacer. Mais maintenant ces vérités étaient assises de l'autre côté de la table face à une mensualité qui devait encore être payée. Pour la première fois depuis Noël. Personne n'avait besoin d'expliquer la contradiction à voix haute. Papa avait appelé Vanessa une réussite, comme si la réussite la rendait preuve de mon échec. Il m'avait appelé parasite pendant que mon argent quittait mon compte chaque mois pour aider à garder sa maison. Maintenant la fille qu'il avait brandie comme indépendante expliquait les limites de ce qu'elle pouvait porter. Tandis que la fille qu'il avait appelée dépendante avait déjà porté le paiement pendant 4 ans. Vanessa dit enfin. Ce n'a jamais été mon arrangement. C'était entre toi et Aaron. Le visage de papa changea. J'avais entendu cette phrase de Vanessa sous une forme ou une autre pendant des semaines. Tu le faisais déjà. Papa a construit son budget autour. C'était ton accord. Chaque version reposait sur la même assumption silencieuse. Parce que j'avais porté le poids hier, je devais le porter demain. Jusqu'à ce moment, papa avait défendu l'assomption aussi. Maintenant, c'était lui qui l'entendait de l'extérieur. Il se renversa dans sa chaise et regarda Vanessa longtemps. Alors? Parce qu'Aaron payait. Elle était censée continuer à payer.
Vanessa fronça les sourcils. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'était presque exactement ce qu'il m'avait dit quand je demandais si un salaire stable signifiait que mon argent était automatiquement disponible. Entendre sa propre défense revenir à travers elle semblait lui enlever le combat. Vanessa essaya d'expliquer qu'elle ne refusait pas d'aider. Elle avait déjà aidé. Elle avait retardé l'expansion. Elle avait changé son budget. Elle était prête à contribuer plus. Ce qu'elle n'était pas prête à faire, c'était de réorganiser tout son avenir autour d'un paiement qui m'avait appartenu pendant des années. Je regardais papa absorber cela sans l'interrompre. Ce qui se passa fut plus calme que tout ce que j'avais imaginé. Papa ne se retourna pas contre Vanessa ni ne comprit soudain chaque chose injuste qu'il avait faite. Il regarda le bloc-notes, puis la salle à manger autour de nous. Et sembla reconnaître que l'arrangement n'avait fonctionné que pendant qu'une personne continuait d'accepter le même rôle. Moi. Vanessa et papa allèrent et vinrent pendant encore quelques minutes. Mais la conversation avait déjà changé. Finalement, elle dit qu'elle garderait la contribution plus petite qu'elle avait commencé et aiderait avec certains coûts de déménagement s'il choisissait de vendre. Elle ne prendrait pas la mensualité. Papa hocha une fois la tête, puis se tourna vers moi. Ce fut alors que la pièce devint difficile à respirer. Je m'étais attendu à un autre argument sur les chiffres. Au lieu de cela, il plia ses mains sur la table et dit mon nom d'une voix que je n'avais pas entendue depuis avant. Noël. Pas commandante, pas accusatrice, fatiguée. J'ai eu tort de te frapper. Tout mon corps se figea. Pendant des semaines, j'avais imaginé entendre ces mots. Dans certaines versions, il réparait quelque chose immédiatement. Dans d'autres, je lui disais que c'était trop tard. Le vrai moment ne finit l'un ni l'autre. Il baissa les yeux avant de continuer. Il dit qu'il avait été furieux, embarrassé. Et convaincu que je le manquais de respect dans sa propre maison. Rien de tout cela n'excusait ce qu'il avait fait. Il n'aurait pas dû mettre les mains sur moi. Il n'aurait pas dû le faire devant Lucie. Puis il dit la deuxième chose. J'ai besoin de ton aide. Cela rendit l'excuse plus dure, pas plus facile. S'il s'était seulement excusé, j'aurais pu la recevoir sans me demander ce qui venait attacher. S'il avait seulement demandé de l'argent, j'aurais pu refuser sans me demander si quelque chose de réel en lui avait enfin bougé. Au lieu de cela, les deux choses arrivèrent ensemble. Enchevêtrées de la façon dont l'amour et l'obligation avaient été enchevêtrés dans ma famille. Pendant la plus grande partie de ma vie. Papa dit que vendre signifierait quitter la maison autour de laquelle il avait passé des décennies à construire sa vie. Cela signifierait admettre que l'endroit où il imaginait vieillir ne correspondait plus au choix qu'il avait fait. Il me rappela que je pouvais me permettre la mensualité. Il ne l'appela pas mon devoir cette fois. Il demanda. Cette différence fit mal. Je regardai autour de la salle à manger. La table avait encore une faible rayure près d'un coin de l'époque où Vanessa et moi avions traîné un projet de science dessus au collège. Le buffet tenait encore la photo d'école de Lucie de 2 ans plus tôt. Pendant une seconde. Noël revint si clairement que je pouvais presque sentir la main de papa sur mon visage. Puis un autre souvenir le remplaça. Papa portant une petite Lucie endormie à l'étage parce que j'étais trop fatigué pour faire confiance à mes bras après un double service. Papa laissant des courses dans la cuisine quand je n'avais pas d'argent. Papa debout dans cette même pièce des années plus tard. Fier quand je lui dis que j'avais obtenu la promotion qui avait enfin fait que ma vie se sentait stable. Les deux versions de lui étaient réelles. C'était pourquoi la réponse faisait mal. Mon téléphone était sur la table à côté de moi. Je le pris et ouvris l'application bancaire. Le compte de soutien dédié était encore là. Aucun paiement de mensualité programmé. Aucune barrière sauf ma propre décision. J'aurais pu restaurer le transfert en minutes. J'avais assez de revenus. J'avais des économies. Je n'avais besoin d'aucun prêt, permission ou aide de qui que ce soit. Papa me regarda sans parler. Vanessa aussi.
Je pensais à Lucie demandant si grand-père allait perdre la maison à cause d'elle. Je pensais à la réponse que j'avais travaillé si fort pour lui enseigner. Les adultes étaient responsables de leur propre choix. Si je redémarrais le paiement maintenant, papa sentirait un soulagement. Vanessa sentirait un soulagement. Je sentirais un soulagement aussi, au moins pour un moment. La maison resterait exactement où elle était. La prochaine fête pourrait même paraître normale de l'extérieur. Et Lucie apprendrait qu'une limite durait jusqu'à ce que la personne qui l'avait franchie devienne assez inconfortable. Je fermai l'application bancaire. Les yeux de papa tombèrent sur le téléphone dans ma main. Je ne paie plus pour la maison, dis-je. C'était tout. Je ne lui dis pas qu'il méritait de la perdre. Je ne rappelais pas à Vanessa qu'elle m'avait une fois appelé irresponsable. Je ne listais pas 4 ans de paiement ni ne calculais ce qu'il m'avait coûté. Je ne demandais pas à papa de choisir entre ses filles. Le point n'était plus de prouver ce que j'avais fait. Le paiement ne quitta simplement pas mon compte. Pendant un moment, papa parut encore en colère. Puis la colère s'estompa avant de pouvoir devenir un autre argument. Il semblait plus vieux assis là qu'il ne l'avait été à Noël. Non parce qu'il était soudain devenu faible, mais parce qu'il portait enfin une décision que personne d'autre ne pouvait porter pour lui. Vanessa regarda ailleurs. Papa rassembla les papiers en une pile soignée. J'appellerai l'agent immobilier demain. La phrase atterrit en moi avec une force à laquelle je ne m'attendais pas. C'était ce que j'avais dit être prête à laisser arriver. C'était ce vers quoi chaque limite depuis Noël avait avancé. Mais savoir qu'une conséquence était raisonnable ne la rendait pas indolore quand elle devenait réelle. Je me levai et mis mon manteau. Papa ne me demanda pas de rester. Je ne savais pas si c'était du respect, de la défaite, ou simplement de l'épuisement. Je n'étais pas prête à décider. Dehors, l'air avait le bord brut de la fin de l'hiver. Je m'assis dans ma voiture sans la démarrer et regardai à travers le pare-brise la maison. La lumière du porche était allumée. Derrière l'une de ces fenêtres se trouvaient les pièces où j'avais grandi, échoué, récupéré. Élevé une partie de l'enfance de Lucie. Et passé des années à essayer de gagner une version de l'approbation de mon père que l'argent n'avait jamais vraiment acheté. Je pleurais. Non parce que je voulais rentrer et redémarrer le paiement. Non parce que je regrettais d'avoir défendu Lucie, non parce que j'avais changé d'avis. Je pleurais parce que parfois le bon choix prend encore quelque chose de toi. Le lendemain matin, papa appellerait un agent immobilier. Et pour la première fois de ma vie, j'allais le laisser le faire. 6 semaines plus tard, la maison appartenait à quelqu'un d'autre. Papa avait appelé l'agent immobilier le matin après mon départ. Exactement comme il avait dit qu'il le ferait. À partir de là, le processus fut douloureusement ordinaire. Photos, une annonce, des visites, une offre, inspection, paperasse. Rien en cela ne ressemblait à une punition quand cela arrivait dans la vraie vie. Cela ressemblait à un homme de 64 ans prenant une décision financière avant que la décision ne soit prise pour lui. Il me tenait informé par de courts messages. Non parce que j'avais une quelconque propriété dans le bien, je n'en avais pas. Mais parce qu'après tout ce qui s'était passé, il semblait comprendre que le silence ne ferait que transformer la maison en une autre Armentre. Nous. Le prix de vente final était proche de ce que lui et l'agent avaient attendu. Après la mensualité principale restante, le solde de la valeur nette. Les coûts de vente et les dépenses ordinaires de clôture. Papa me dit qu'il partirait avec un peu moins de 180 000 $. Cela importait. Il n'était pas sans abri. Il n'avait pas été jeté dans la rue parce que j'avais arrêté de payer. Il avait de l'équité, une pension et des choix. Ce qu'il perdit. Ce fut la grande maison et la version de la retraite qui avait dépendu d'autres personnes continuant d'absorber des coûts pour lui. Il loua un plus petit appartement de 2 chambres pas loin de son ancien quartier. Pendant qu'il décidait s'il voulait acheter quelque chose de modeste plus tard. La première fois que je le vis fut après le déménagement. Je n'emmenais pas Lucie avec moi. Papa et moi n'étions pas prêts pour cela encore.
L'appartement était propre et calme avec moins de pièces que l'ancienne maison et aucune de l'histoire familiale construite dans les murs. Papa avait mis le même renne en céramique de Noël sur une étagère même si c'était déjà le printemps. Le voir la fit quelque chose dans ma poitrine faire mal. Il me surprit en train de le regarder. Je n'ai pas pu jeter ce truc stupide, dit-il. J'allais presque sourire. Tu l'as depuis que j'avais 8 ans. Pendant quelques secondes, nous sonnâmes comme nous-mêmes avant Noël. Puis le silence nous rappela qu'il n'y avait plus d'avant. Il n'y avait que ce que nous ferions ensuite. Papa ne me demanda pas d'argent. Cela importait plus que n'importe quel discours qu'il aurait pu donner. Il me dit que le plus petit endroit rentrait dans sa pension sans toucher à sa réserve de la façon dont la maison l'avait fait. Il dit aussi que vendre l'avait forcé à fermer la ligne de crédit sur la valeur nette et à faire face au vrai coût des choix qu'il avait faits. Il ne dit pas que ces choix avaient tous été faux. Je n'en avais pas besoin. Le changement dont j'avais besoin était plus simple. Il ne pouvait plus faire ses choix et automatiquement assigner le coup à moi. Avant de partir, je lui dis ce qui devrait être vrai s'il voulait une relation avec Lucie à nouveau. Il ne pouvait pas mettre les mains sur moi. Il ne pouvait pas comparer Lucie à Vanessa, à moi. Ou à qui que ce soit d'autre comme une façon de lui enseigner sa valeur. Et l'argent ne ferait pas partie du prix pour rester connecté. Papa écouta sans m'interrompre. Je comprends, dit-il. Je ne lui dis pas que tout était pardonné. Ce n'était pas le cas. Je ne promis pas que Lucie viendrait le week-end suivant. La confiance n'était pas un autre paiement automatique que je pouvais redémarrer parce que quelqu'un demandait enfin correctement. Mais pour la première fois, papa semblait comprendre que l'accès à nous n'était plus quelque chose que son titre de père ou de grand-père garantissait. Vanessa et moi parlâmes quelques jours plus tard. Elle demanda à se rencontrer pour un café et j'allais presque dire non. À la fin, j'y allais parce que je voulais savoir si nous pouvions parler sans la maison de papa assise au milieu de chaque phrase. Elle avait l'air fatiguée, mais pas vaincue. Sa firme était encore occupée. Elle avait officiellement reporté l'expansion du showroom et décidé de grandir plus lentement pour l'année à la place. Elle avait gardé le personnel existant, resserré les dépenses. Et arrêté de traiter un espace plus grand comme quelque chose qui devait arriver immédiatement. Elle dit que cela l'agaçait. Elle admit aussi que l'entreprise allait bien sans cela. C'était la conséquence qu'elle avait une fois traitée comme impossible. Pas l'effondrement, juste la retenue. Pour la première fois depuis Noël, elle ne me dit pas que je l'avais causé. Elle dit que perdre papa comme filet de sécurité l'avait forcé à regarder le risque différemment. Si elle voulait s'étendre plus tard, elle devrait le financer sur des termes que l'entreprise elle-même pouvait porter au lieu de construire un plan autour de la possibilité que papa intervienne si les choses allaient mal. Je ne la félicitais pas d'avoir appris une leçon. Je n'avais pas besoin de gagner. Elle remua son café longtemps avant de dire. Je pense encore que tu aurais pu gérer Noël différemment. Je sentis la vieille envie de défendre chaque détail monter en moi. Puis passer. Toi aussi, dis-je. Elle hocha une fois la tête. Ce n'était pas une excuse. C'était plus d'honnêteté que nous avions réussi en des mois. À ce moment-là, Lucie savait que la maison avait été vendue. J'avais attendu jusqu'à ce que la clôture soit faite parce que je ne voulais pas qu'elle vivât. Travers chaque visite et offre comme si elle était responsable du résultat. Un samedi après-midi. Nous rangeayions les courses quand elle demanda si grand-père était triste dans son nouvel endroit. Je pense qu'il regrette la maison, dis-je. Et toi? Je m'arrêtai avec une brique de lait dans la main. Oui. Elle parut surprise. Alors pourquoi ne l'as-tu pas sauvée? La question était différente maintenant de celle qu'elle avait posée le soir de Noël. Il y avait moins de peur dedans, plus de curiosité. Je fermai le réfrigérateur et m'appuyai contre le comptoir.
Parce que regretter quelque chose ne signifie pas toujours que tu devrais le garder exactement comme il était. Lucie y réfléchit. Je regrette grand-père aussi, dit-elle. Je sais. Est-ce qu'on va le revoir un jour? Peut-être s'il continue de nous montrer qu'il comprend ce qui doit être différent. Elle hocha la tête, puis demanda si elle pouvait avoir le dernier yaourt. Les enfants de 10 ans sont miséricordieux de cette façon. Ils peuvent poser la question qui te brise le cœur et ensuite se souvenir qu'ils ont faim. Je le lui tendis et la regardai peindre le couvercle à la table de la cuisine. Il n'y eut aucune réconciliation dramatique après cela. Papa appelait parfois. Je répondais parfois. Quelques semaines après le déménagement, Lucie lui parla au téléphone pendant que j'étais assise à proximité. La conversation dura moins de 10 minutes. Il demanda pour l'école. Il ne mentionna pas Vanessa. Il ne dit pas à Lucie ce qu'elle devait devenir. Il ne lui demanda pas de me convaincre de quoi que ce soit. C'était un petit début, qui était le seul genre auquel je faisais confiance. Un soir vers la fin du printemps, j'ouvris mon application bancaire pour déplacer de l'argent vers les économies. Le compte de soutien dédié était encore là, surtout vide maintenant. Pendant des années, cet écran avait contenu la mensualité de papa. Comme une installation permanente de ma vie. Chaque mois. 1350 $ avaient disparu avant que j'aie une chance d'imaginer ce qu'ils pouvaient devenir. D'autres? Il n'y avait plus de mensualité listée. Je fixais l'espace blanc où elle se trouvait autrefois. Le premier mois après Noël, cet espace blanc s'était senti comme de la colère. Plus tard, comme de la culpabilité. Maintenant, il se sentait calme. Je mis en place un plus grand transfert automatique vers mes propres économies d'urgence et un autre. Petit pour l'avenir de Lucie. Rien de tapas accent grave-l'œil, pas d'achat de vengeance, pas de vacances de victoire. Juste de l'argent qui restait à l'intérieur de la vie dont j'étais responsable au lieu de quitter. Automatiquement pour maintenir les choix de quelqu'un d'autre. Lucie était à la table en train de faire ses devoirs, fredonnant mal sous son souffle. Je la regardais et pensais à la question qui nous avait suivis depuis le soir de Noël jusqu'au printemps. Est-ce que grand-père allait perdre sa maison à cause d'elle? Non. Papa avait vendu une maison parce que les chiffres n'avaient plus de sens une fois que tout le monde devait porter le vrai coût de ses propres décisions. Vanessa avait retardé un plan parce que la croissance se sentait différente quand son côté négatif lui appartenait. Et j'avais perdu quelque chose aussi. La fantaisie que si je donnais assez, restais assez utile, et absorbais assez de douleur. Un jour ma famille déciderait enfin que j'avais remboursé la dette d'avoir une fois eu besoin d'eux. Cette perte fit plus mal que la mensualité n'en avait jamais fait. Mais elle laissa aussi de la place pour quelque chose de mieux. Je pouvais regretter papa. Je pouvais me souvenir de ce qu'il avait fait pour moi quand j'avais 22 ans. Je pouvais aimer la maison où Lucie avait appris à marcher et être encore soulagée qu'elle ne soit plus assise au centre de notre famille comme une facture. Personne n'avait le droit de questionner. Pour la première fois, la gratitude et l'obéissance ne se sentaient plus comme la même chose. Je n'avais pas arrêté d'aimer ma famille. J'avais arrêté de payer pour le droit d'y appartenir.